Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LIF. On va échanger aujourd'hui avec Hélène Grosbois, une femme, vous allez voir, inspirante, passée d'une grande banque à une ONG jusqu'à la recherche d'autonomie en permaculture. Hélène réfléchit sur la façon de mener une transition écologique générale. Alors elle a un parcours assez atypique, elle a commencé dans le domaine de la finance et maintenant elle est néo-rurale dans sa maison en Bourgogne. Elle apprend à être autonome en nourriture tout en restaurant le vivant. Ces articles que je vous invite à les consulter sur LinkedIn sont percutants, sans langue de bois aussi. Elle prône une sortie du productivisme, l'arrêt immédiat de la pétrochimie qui, selon elle, empoisonne nos sols et nos eaux, la décroissance aussi, et l'exode urbain pour repeupler les campagnes et produire sa propre nourriture. On va ensemble, vous allez le voir, parler technosolutionnisme, carbone, retour à une vie rurale, agriculture, pétrochimie, mais aussi positif, école ou encore espoir. Tout ça, c'est au programme de ce nouvel épisode de LIF. Soyez les bienvenus. Alors Hélène, vous avez déménagé en Bourgogne en 2019 avec l'objectif un peu fou de devenir autonome. Votre parcours d'ailleurs du monde de la finance à l'agriculture bio-intensive incarne quelque part un changement complètement radical dans ce qu'on peut appeler votre mode de vie. Qu'est-ce qui a motivé cette transition ? La recherche de vérité. Plus que l'autonomie, c'était d'apprendre à connaître le vivant. Parce que moi, avant, j'étais à Bruxelles en train de supposément parler d'écologie à base de réunions dans des bureaux en verre et de PowerPoint. Et j'avais quand même l'impression que c'était complètement du greenwashing. Et que c'était pas concret. Oui, mais si on veut parler d'écologie, il faut quand même avoir un petit peu des bases, je pense, il me semble, en biologie, en botanique, et connaître un minimum le vivant. Parce que sinon, dans les faits, on ne sait pas vraiment de quoi on parle et on peut dire plein de bêtises. Quand on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir. En fait, c'est un peu... avant d'avoir des enfants, les gens ont plein de principes, puis après, ils ont des enfants. Puis voilà, il y a la vraie vie et il y a la théorie, quoi. Voilà. C'est exactement la même chose, surtout que l'agriculture, c'est du vivant, et c'est pour ça que j'aime bien prendre cet exemple des enfants. Donc voilà, c'était vraiment une quête de vérité, et sans doute aussi parce que je suis une femme de légitimité. D'accord. Voilà, et je me sentais pas du tout légitime à parler d'écologie alors qu'en fait j'y connaissais rien, parce que l'écologie c'est la science des relations entre les êtres vivants, c'est ça la définition de l'écologie. Donc voilà. Vous vouliez creuser ça de manière concrète et dans votre vie. Alors comment ce changement justement de mode de vie, il a quelque part influencé votre vision de ce dont vous parlez très régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, de ce qu'on appelle l'effondrement écologique, ce que vous appelez. D'ailleurs, peut-être présenter ce que c'est rapidement. Alors l'effondrement écologique, je ne sais pas si vraiment j'utilise ces termes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est rentré dans une dynamique de grande extinction de masse. Donc la sixième, on parle de la 6e grande extinction de masse. Puisque sur les 500 derniers millions d'années, il y en a eu 5. Une extinction des masses, c'est quand plus de 50% des lignées vivantes disparaissent sur une échelle très courte, à l'échelle du vivant, qui va de, pour la plus rapide, la 3e, entre 400 et 800 000 ans, on n'est pas sûr, à quelques millions d'années pour les plus longues, parce que le vivant, il a 3,8 milliards d'années. En fait. Rien que ça. Voilà. Et donc, quand plus de 50% des lignées vivantes disparaissent en 1 million d'années, en fait, c'est vraiment un claquement de doigts. Ouais. Et moi, je parle de ça parce que depuis 60 ans, en fait, 40 ans de manière formelle, mais sans doute depuis 60 ans, on est rentré dans une dynamique de grande extinction de masse avec des taux d'extinction qui sont 1000 à 10 000 fois supérieurs aux taux d'extinction normaux. Et ce qui fait de cette extinction la plus rapide de toutes. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est bien pire que les météorites en réalité. Et je pense qu'on n'en parle pas du tout. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi on n'en parle pas ou peu. C'est ce que je vais vous demander. Les raisons ? Oui. En fait, si vous voulez, je vais être cash, c'est que le récit autour de la décarbonation est un récit qui vient en fait du complexe militaro-industriel pour beaucoup lui-même. D'ailleurs, le GIEC a été créé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Sauf erreur de ma part, c'est pas non plus les grands écolos. Voilà. Et en fait, ce récit de la décarbonation, il vise à pérenniser ce complexe militaro-industriel, quoi. Si on n'a plus d'énergie fossile, il n'y a plus de complexe militaro-industriel, c'est un peu pénible. Donc, que faire ? Il faut décarboner. Et en fait, c'est paradoxal, puisque c'est le complexe militaro-industriel qui est à la racine de l'extinction. Donc là, il y a quand même un petit souci. Évidemment qu'il y a un réchauffement climatique,
Bien sûr qu'il est causé par l'homme, bien sûr que c'est parce qu'on brûle des énergies fossiles. Donc l'énergie fossile, ce n'est pas un minerai par ailleurs, c'est du vivant, c'est de la biomasse fossilisée, c'est important aussi de s'en rappeler. Oui. Et en fait, évidemment qu'il va falloir arrêter. Mais si aujourd'hui le vivant est en train d'être exterminé, ce n'est pas du tout à cause de ça. Voilà. D'accord. Donc il y a une espèce une confusion qui est créée, qui est entretenue par les lobbies du complexe militaro-industriel. Et qui emmène tout le monde vers la décarbonation, non pas pour préserver le vivant, mais pour simplement pérenniser l'industrie, quoi. Et en plus, là c'est la financière qui parle, mais depuis la crise de 2008, y a quand même un problème économique global en Occident. Le Covid, en plus, a rajouté à tout ça, donc on a doublé la dette mondiale, mais l'industrie peinait, en fait, à trouver un renouveau. Et finalement, cette croissance verte, c'est le renouveau que l'industrie cherchait. Donc ils ont aussi tous sauté sur l'occasion de manière globale en Occident. C'est une histoire de com aussi ? Ouais, de com. Et puis non, je crois qu'ils sont vraiment, comme si vous voulez, ces idées de dire que ça va être la fin du pétrole, ça va être l'effondrement, ça parle aux images judéo-chrétiennes. D'accord ? C'est l'apocalypse, on n'a pas été sages, flagellons-nous, voilà, ça va être la fin du monde, on va périr, brûler dans d'atroces souffrances. Bon. Donc il y a une forme de croyance, et bien sûr il y a une forme de communication aussi, mais c'est un ensemble, quoi. Voilà, il y a une forme de croyance et une forme de communication. Il y en a certains qui n'y croient pas et qui savent très bien qu'il reste au moins 80 ans de charbon et de pétrole et qu'en fait le défi c'est de ne pas le sortir. C'est pas qu'on va en manquer, c'est de ne pas le sortir et de ne pas le brûler. C'est ça le défi. Mais la vraie question, c'est même pas comment on produit l'énergie, c'est à quoi elle sert en fait, si je peux donner des exemples un peu frappants, si on fait des pesticides au nucléaire, on aura quand même tout exterminé sans émettre de gaz à effet de serre. Donc en fait, ça... Le problème est systémique. Ouais, et éthique, et philosophique. Ouais. Et ça, on n'en parle jamais parce que la France, c'est un pays d'ingénieurs et qu'on a complètement arrêté l'épistémiologie et l'éthique en école d'ingénieurs depuis 20 à 30 ans parce qu'aujourd'hui, la science, elle doit servir à l'innovation, en fait. Elle n'est plus là pour simplement élever l'âme de l'homme occidental. On pourrait dire que le progrès, c'était ça, sa vocation originelle, et les Lumières, c'était un peu ça, l'idée. On va s'affranchir des problèmes matériels pour élever notre âme et notre esprit et vivre dans la paix. En fait, tout ça a été largement dévoyé depuis. Vous nous parlez d'effondrement écologique. Vous êtes donc passé, on l'a dit, du secteur corporatif, l'entreprise, pour un engagement vraiment militant et écologique. Est-ce que ça a été compliqué ? Ça s'est fait par étapes. Donc je travaillais pour la direction des activités de marché de la Société Générale. Alors on a plein d'images sur la finance très fantasmagoriques, un peu comme sur plein de choses, qui viennent notamment des États-Unis. Bon, la finance américaine et la finance française, ça n'a rien à voir, exactement comme l'agroalimentaire américain ou Voilà, c'est des choses qui sont difficilement comparables. Moi, j'étais avec des gens plutôt super cultivés, super bien élevés. J'ai jamais été maltraitée. Tout s'est plutôt bien passé pour moi. C'était extrêmement enrichissant. Surtout travailler pour la direction d'un grand groupe sur des problèmes complexes, c'est un peu comme si vous étiez à l'Élysée ou au cabinet du Premier ministre. Donc, c'est quand même super intéressant de voir comment on décide entre peste et choléra. C'est sûr. Parce que c'est ça, être à haut niveau, c'est tous les pires problèmes qui n'ont pas de bonne solution qui arrivent sur votre bureau. Les autres, ils ont été résolus par les gens dont c'est le travail, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, j'ai appris ce que c'était que gouverner, et gouverner, c'est pas comme on se l'imagine, tous avant, où je me disais, mais pourquoi ça, c'est mal foutu comme ça, c'est nul, oh là là, il y a qu'à Faucon. Et voilà, donc ça, c'est intéressant, parce que quand on n'a jamais gouverné, on pense que gouverner, c'est aller tranquille d'un point A à un point B qu'on aurait défini, mais c'est pas du tout ça, c'est subir sans arrêt des problèmes énormes, qui sont nombreux, et tout va vite, et il faut aller vite, et voilà, donc c'est pas simple. Mais ça, c'était très intéressant. Et j'ai quitté la finance simplement parce que je voyais qu'il y avait un problème écologique, en fait. Moi, à l'époque, j'étais que climat, comme tout le monde, j'étais climatisée, j'appelle ça maintenant. Mais, voilà, il y avait eu les quotas carbone qui étaient un fiasco. Et je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe côté environnement ? J'ai bien envie d'aller voir. Et je sais des choses que peu de gens savent. Comment l'argent est créé, comment il disparaît, ça veut dire donc, comment fonctionne réellement notre système capitaliste, qu'en fait très peu de gens savent en réalité, quand tout le monde pense qu'il y a une planche à billets, tout ça, enfin toutes sortes de choses qui n'existent pas, mais tout ça pour dire que je me suis dit que je pourrais être utile, et d'abord je suis allée dans des startups vertes, complètement greenwashing, enfin, c'est un long cheminement. Ces entreprises, elles n'ont pas d'impact selon vous ?
Parce que vous parlez de fait d'être utile. Est-ce que ces entreprises ne sont pas utiles à leur manière ? À mon sens, elles m'ont été utiles parce qu'elles ont fait partie de mon cheminement. Voilà. Mais si on en reste là, en fait, non, ça n'a aucune utilité, exactement comme les quotas carbone. Dans les faits, les quotas carbone, on le voit bien, ça ne sert à rien, puisque les émissions de CO2, elles continuent d'augmenter. Sur ce volet climat, bon... Voilà, donc ça a juste permis à certaines personnes de gagner de l'argent, ça sans doute, sans aucun doute même, et surtout ça permet de repousser les décisions, c'est surtout ça, c'est des stratégies de lobbying en fait, tout simplement, c'est pour ça qu'on arrive toujours à des lois qui sont complètement à côté de la plaque, il faut juste interdire des choses, mais on dit non, on va mettre en place des mécanismes de prix, machin, bidule, et puis en 2030 on fera ça. Tout ça c'est vraiment du lobbying, c'est connu, c'est les stratégies de lobbyistes. Donc ça manque de volonté politique. Oui, à fond, mais pour revenir à moi, parce qu'on est complètement dérivé... Bien que je ne suis pas forcément obsédée par parler de moi, mais juste pour expliquer, parce que c'est un cheminement qui est important. Donc d'abord, j'ai greenwashé, comme tout le monde, en fait c'est tout à fait normal, on arrive tous par les mêmes portes et on tombe tous dans les mêmes pièges, il faut du temps. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont touchés par la grâce et qui vont direct au cœur du sujet. Tant mieux pour eux, c'est très chouette, ceux qui arrivent. Mais moi je venais du monde corporate, je ne suis pas biologiste, ça m'a pris du temps. Et puis après... Je suis partie au j'ai fait la COP, oui, très important. Je suis allée à la COP 23 à Bonn, et puis ça, quand même, ça a été ma première immense désillusion. Voilà, c'est clair. Je suis arrivée à la COP. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? Pourquoi c'était une désillusion ? Parce que, en fait, c'est un salon commercial comme n'importe quel autre salon. Voilà, c'est une grande foire commerciale, t'arrives, il y a des voitures électriques partout, c'est l'opposé de l'écologie en fait, c'est tout ce technosolutionnisme vert qui en fait n'a rien d'écologique, il faut être clair. C'est aussi une vision du monde occidentalo-occidental. Voilà, c'est le monde occidental qui pense des choses pour les occidentaux et qui fait ce qu'on appelle de l'impérialisme vert, qui sous des prétextes écologiques va empêcher encore une fois le développement des pays du Sud et en fait impose une forme de néocolonialisme. Bon, un exemple tout con, mais les Occidentaux disent aux Africains de l'Ouest, il ne faut pas déforester, la forêt c'est mal. Nous on a tout déforesté chez nous, on a tout défoncé chez nous, mais eux il ne faudrait pas qu'ils le fassent, puis il ne faudrait surtout pas qu'ils se développent. En fait. Donne des leçons. Vous voyez ? Voilà, donc c'est comme ça que vous le voyez en tout cas. Ça s'appelle l'impérialisme vert, ça vient pas de moi. Vous pourrez chercher sur Internet, c'est très connu en fait, quand on va dans l'écologie radicale. Mais l'écologie radicale, elle n'est pas extrême, elle va à la racine des problèmes, c'est très important de le préciser. Donc voilà, la COP, je suis très déçue, je ne vois que du greenwashing et je me dis mais là en fait c'est pire si on fait tout ce qui est montré là, on va aller droit dans le mur parce qu'on va utiliser encore plus de ressources, on va tout simplement précipiter les problèmes et donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment ça se fait que l'ONU qui est censée aider est lui-même complètement cannibalisé par en fait cette croissance verte qui n'a aucun sens ? Et aujourd'hui les murs dans lesquels vous vous sentez le mieux, ce sont vos murs, ceux de votre maison en Bourgogne. Vous critiquez aussi beaucoup l'idée de la croissance verte dans plusieurs de vos articles, notamment sur LinkedIn, dans vos conférences aussi. Oui. Pourquoi vous pensez que ce modèle c'est une sorte de mirage ? Quelles seraient les alternatives aussi qu'on pourrait trouver à ces modèles-là pour justement réconcilier le modèle économique que vous critiquez beaucoup et l'écologie pour laquelle vous vous battez ? En fait, ce qui nous a fait basculer massivement dans le capitalisme, c'est quand même l'agriculture. Je m'explique. Si vous dépossédez les gens de leur agriculture vivrière, donc l'agriculture vivrière, c'est produire pour soi et son premier cercle. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Et l'État a d'ailleurs eu beaucoup de mal à faire abandonner aux gens leur agriculture vivrière. Ils venaient de mourir de faim pendant quelques années, donc c'était pas simple. Mais en fait, une fois que vous les avez dépossédés de leur agriculture vivrière, soit en vous appropriant les semences, et ensuite vous les faites payer les semences, soit en s'appropriant l'alimentation directement, tous ces gens, ils sont bien obligés de travailler. Et c'est comme ça qu'on bascule dans beaucoup, beaucoup de capitalisme. Donc, le capitalisme en soi, c'est un peu une proie facile. Encore une fois, c'est se réfugier derrière le fait qu'une poignée de gens détruisent tout. Voilà, et que c'est quand même quelques humains le problème. C'est pas le capitalisme, c'est une espèce de nébuleuse, on sait pas très bien. Le système, il est bien dirigé par des humains et il y a quelques humains problématiques. Ça, oui, on est d'accord. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire justement que, et vous le dites dans certains de vos articles, il faudrait qu'on quitte tous les villes
pour faire face au dérèglement climatique? Il y a 2 trucs là dans votre phrase. Donc, quittez tous les villes. D'une part, pas tous. On peut pas tous le faire de toute façon. Alors si, en France, en fait, la France, c'est principalement du vide. Comme on a le TGV et l'avion, on s'en rend pas compte. Mais la France, c'est principalement du vide. Bon, déjà, il y a la diagonale du vide, c'est la moitié du territoire, il y a 6% des habitants. Croyez-moi, j'habite dedans, il y a personne. Personne, vous pouvez faire des kilomètres de voiture. Moi, j'habite à plus de 2 kilomètres de la première âme vivante. Et par ailleurs, il y a surtout des vaches, des arbres et des vaches. Et il y a très peu d'humains dans toute cette zone. Voilà, et bon... Donc il faudrait peupler le monde rural et sortir des métropoles et des grandes villes. En fait, si on fait un rapide calcul, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, parce que je sors un livre, petit moment promo, le 25 septembre, mais en fait, pour nourrir un être humain vegan et qui mangerait pas beaucoup, il faut au minimum 1500 mètres carrés, d'accord ? Et si vous prenez l'intégralité des jardins et l'intégralité de la surface agricole utile, on appelle ça, donc la surface agricole, de l'Île-de-France, et là j'ai mis tous les parcs, tous les jardins, tout ce que vous voulez, avec cette surface extrêmement basse, hein, vraiment, j'insiste, parce qu'on va pas tous être vegan et manger très peu, on va avoir des problèmes, eh bien, on peut nourrir, best case ever, 4 millions de personnes et pas 12, en fait, en Île-de-France. Et donc, oui, il y a quand même un problème. Il va falloir se répartir beaucoup plus intelligemment. Maintenant, il y aura toujours un État et on aura toujours sans doute quand même un petit peu besoin de pétrole et de monnaie et d'interaction avec d'autres pays, voire d'autres continents. Et les gens ont besoin d'un travail aussi, qui trouvent principalement ils ont besoin de travailler pour se nourrir. Donc, s'ils apprennent à se nourrir, ils vont quand même avoir beaucoup moins besoin de travailler. Mais ils ont besoin de vivre aussi. Est-ce que vivre... d'être payé... Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas, parce que moi, je gagne très peu d'argent. Je gagne les minima sociaux. Et je produis une immense partie de ce que je mange, en fait. Donc, tout va bien. C'est une question de perspective. C'est vivre en ville qui coûte cher. Non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est logique, puisque c'est ça qui est polluant, c'est vivre en ville, en fait. Et donc, forcément, ça coûte une blinde. Bien sûr, sans parler de l'alimentation, parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a un truc aussi. Donc, d'une part, il va falloir faire décroître les villes. Bon, en même temps, c'est pas une grande nouvelle. Je pense que les gens s'en doutent. Ça, on est d'accord. Bon, et puis surtout, vous avez parlé de climat. Et en fait, moi, j'aimerais dire quelque chose, c'est que, donc, comme je l'ai dit au début, on est dans la 6e grande extinction de masse des espèces, la plus rapide de toutes. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Rien. La 6e extinction de masse en cours n'est pas du tout liée au réchauffement. Alors, elle est liée à quoi ? Voilà. Elle est liée, sur l'immense majeure partie des continents planétaires, elle est liée à l'utilisation massive de pesticides. Les pesticides, c'est des armes chimiques, hein, ça vient de chez Bayer qui a créé le Zyklon D, le gaz moutarde, le gaz sarin, pour tuer des gens, et ils se sont rendus compte que c'est très efficace sur les insectes. Et donc, on a mis partout des choses créées pour tuer la vie. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi le vivant disparaît. Je pense qu'il y a un petit problème. Mais ça, encore une fois, il y a des lobbies qui font tout pour que personne ne s'y retrouve et que tout le monde soit dans un flou général et ne sache plus exactement d'où vient le problème et ressente une charge mentale extrêmement importante. Ce que moi, je ressentais aussi avant, en fait. Et vous dites que cette extinction n'a aucun lien avec le réchauffement climatique, mais s'il n'y a plus d'insectes, la chaîne du vivant derrière ne suit plus. Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas un lien de cause à effet Alors, est-ce que le dérèglement climatique est lié à l'effondrement de la biodiversité ? C'est ça la question ? Bien sûr. Il est lié à 2 choses. L'effondrement de la biodiversité, parce que si par exemple, donc ça fait 70 ans qu'on met des produits faits pour tuer la vie, donc ils sont toxiques au nanogramme, au millionième de gramme. Faut vraiment se rendre compte de quoi on parle. Quand on s'est documenté un petit peu sur les pesticides, on sait qu'il n'y a rien d'autre qui arrive au début du commencement de ce truc-là. Mais c'est normal, ce truc-là a été créé pour tuer. Hein. Le pétrole et les microplastiques, ils n'ont pas été créés pour tuer, en fait. Donc forcément, ça n'a tout simplement rien à voir. Et donc, ces pesticides, ils sont dans l'intégralité de la biosphère depuis 70 ans et ils s'accumulent, puisqu'ils ne disparaissent pas dans l'univers. Hein. Ça s'accumule dans la biomasse. Et donc forcément, par exemple, il y en a plein dans les océans. Dans les océans, il y a le plancton qui produit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Donc si vous empoisonnez massivement le plancton chimiquement, ça a forcément des répercussions très importantes. Il faudrait que je rentre dans le détail, mais si vous voulez, pendant longtemps, on a pensé que le climat, c'était que des sciences mortes, et plus le temps passe, on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement compliqué, qu'on en a des visions complètement bêta,
bêta, j'insiste, avec seulement la physique, parce qu'en fait, il y a du vivant partout. Même, il y a un plancton atmosphérique, en fait, donc les bactéries ensemencent l'atmosphère, font les pluies. Donc, mettre des pesticides qui sont des antibactériens, parce qu'en fait, c'est des antibiotiques, c'est des biocides, exactement comme les antibiotiques partout, sachant qu'il y en a plein dans l'atmosphère, du coup, vous tuez cette bactérie, Pseudomonas stringae, qui fait la pluie, en fait. Mais à partir du moment où on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire tous collectivement ? On a compris ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle individuelle, ce que vous faites d'ailleurs très bien, et c'est votre combat, mais à l'échelle collective, vous nous avez parlé tout à l'heure de la COP23, vous nous avez dit, en gros, ça sert à rien, et j'en suis rentrée très déçue. À l'échelle des gouvernements, des entreprises, des citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc d'abord, moi j'aimerais vraiment dire que c'est d'abord un problème de gouvernants. De remettre la faute sur les citoyens, ça fait aussi partie de la stratégie des lobbies de l'industrie. C'est tout ce truc de la responsabilité individuelle liée au calvinisme. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, ce serait long, mais ce serait hyper intéressant d'en parler aussi d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que les gouvernants et les dirigeants, c'est leur boulot. Donc, remettons les choses à leur place. Mais tout ça pour dire que, d'abord, à l'échelle collective, ce qu'il faut, c'est interdire les pesticides de synthèse le plus rapidement possible. Parce que là, on a déjà exterminé 80% des insectes dans les zones protégées, donc ce qui montre bien que ça n'a rien à voir avec la déforestation, sur les 30 dernières années. Sachant qu'en 1990, qui est le début de l'étude dont je parle, à Allemagne, mais on n'était pas à zéro. Ça faisait déjà depuis les années 1945 qu'on mettait des pesticides, d'accord ? Donc là, il reste 3 fois rien, 2, 3 fois rien. Et en fait, on a presque déjà tout tué. Et il reste plus que ce qui est résistant aux pathogènes. Enfin, aux pesticides, excusez-moi. Oui. Comme Escherichia coli, qui à la base était totalement inoffensive, et c'est devenu un monstre résistant à l'intégralité du spectre antibiotique. Bah oui, on met des pesticides partout, c'est normal. En fait, c'est tout à fait normal. Et donc d'ici peu, et vous le voyez déjà avec nos animaux d'élevage, mais nos cultures aussi sont malades. Tout est malade à cause de ça, en fait. Et donc, d'ici peu de temps, on a déjà en fait, des gros problèmes pour se nourrir. Tout devient résistant au glyphosate. Et on va avoir tout exterminé bien avant que le réchauffement ne s'en charge. On va avoir des problèmes énormes pour se nourrir, tant sur nos animaux d'élevage que nos cultures, que sur nous. D'ici peu, moi, je ne vais pas annoncer une date, c'est complètement débile. Mais en tout cas, les biologistes qui connaissent bien ces sujets et les interactions dans les écosystèmes sont étonnés qu'on n'ait pas beaucoup plus déjà d'épidémies, tant sur nos cultures que sur nos animaux ou sur nous. Et en fait, ça urge. Là, c'est pas 2030, 2050, je sais pas quoi, blabla, là, comme l'ONU et tout le monde, là. D'accord, c'est maintenant, là. Et là, il y a encore une nouvelle épidémie de fièvre bovine. Vous avez peut-être entendu parler. Oui. Voilà, mais ça, il y en a plein. Les gens sont pas au courant. Parce qu'on veut pas faire peur à tout le monde, mais c'est très flippant ce qui se passe sur ces volets-là. Alors, on va justement ne pas faire peur à tout le monde, mais on va essayer de voir les choses aussi de manière positive, parce que c'est important, et c'est ce que vous faites aussi. Est-ce qu'il y a une initiative, un projet aussi qui, selon vous, mériterait peut-être un peu plus de visibilité, de soutien, et qui fonctionne ? Mais j'ai pas répondu, et c'est pas grave, je vais répondre en même temps, là. Mais donc, ce qu'il faut faire donc à l'échelle globale, c'est interdire les pesticides de synthèse, et on sait très bien le faire, puisqu'on a toujours fait de la bio, et il n'y a aucune filière qui n'existe pas en bio. Donc, n'oublions pas, ça fait 12 000 ans qu'on fait de l'agriculture biologique, il n'y a aucun problème, on sait parfaitement le faire. N'écoutez pas la FNSEA qui dit beaucoup de mensonges. Par ailleurs, on produit de quoi nourrir 11 milliards d'êtres humains à l'heure où on se parle, là. Maintenant, là, 11 milliards. Donc, toutes les fausses questions, c'est comment on va nourrir 10 milliards en 2050, tout ça. Mais tout ça, c'est des conneries qui viennent directement de l'agrochimie. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Et quand on nous dit que le poulet ukrainien, on est obligé de le faire venir d'Ukraine parce qu'en France, on n'a pas assez de poulet, etc. Il y a forcément mais ça, c'est pareil, c'est la FNSEA. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler que de ce qu'on importe, puis ils oublient de dire qu'on est massivement exportateur, mais eux, ça les dérange pas d'exporter. Ils veulent juste pas importer, vous comprenez ? D'accord ? Or, en fait, on exporte massivement. La France exporte environ 60% de sa production. Ok ? Donc, voilà, il faut pas écouter des petits trucs. Il faudrait avoir des visions générales. Mais c'est la géopolitique de l'agroalimentaire. C'est hyper intéressant, mais c'est pareil, personne n'en parle jamais. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, la France, elle a décidé volontairement d'arrêter ce qui rapportait pas d'argent et de faire ce qui rapporte beaucoup d'argent. Voilà, c'est des choix stratégiques, c'est pas du tout de vouloir affamer et qu'on va mourir de faim, tout ça, c'est des foutaises. Bref, donc ce qu'il faut faire, c'est arrêter les pesticides de synthèse, on sait parfaitement le faire. Premier point. Deuxième point que peuvent faire les gens à l'échelle individuelle, faire de l'agriculture, parce qu'on a besoin d'agriculteurs, qu'une agriculture durable, elle sera forcément quand même à petite échelle, parce que c'est la grande culture qui fabrique les ravageurs, parce que si vous détruisez un écosystème sur une grande surface, apparaissent les pathogènes qui servent à réguler les écosystèmes. Et donc, en fait, il va quand même falloir qu'un certain nombre d'entre nous quittent la ville et fassent de l'agriculture. Et vous savez quoi ? Vous allez être beaucoup plus heureux. Parce qu'on a raconté à tout le monde
que l'agriculture, c'est le bang, machin, on a raconté un récit pour que les gens fassent de l'industrie et du tertiaire. Croyez-moi, être tranquillou dans son jardin, c'est très cool et c'est pas du tout l'horreur, l'image qu'on vous a présentée, qu'on a tous en tête, que moi aussi j'avais en tête avant de faire de l'agriculture. Les gens seront beaucoup plus heureux au contact du vivant, ils dormiront beaucoup mieux, ils seront beaucoup moins dépressifs. Mais ce qu'ils peuvent faire avant de pouvoir faire leur reconversion perso, leur transition perso, comme moi j'ai fait, c'est commencer par acheter bio. Et évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, soit parce que on trouve pas de bio près de chez soi, soit parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Tout à fait. Mais en tout cas, quand c'est possible, essayons de le faire. Un moyen pour faire que ça coûte moins cher, c'est d'acheter en direct au producteur. Consommer local. Voilà. Si on mange un petit peu moins de viande aussi, généralement, ça coûte un petit peu moins cher. Bon, et puis le problème, c'est pour ça que je reviens et je reboucle, c'est quand même pas un problème d'individu, c'est que c'est les gouvernants qui décident de subventionner massivement l'agriculture chimique et qui fait qu'on a l'impression que l'agriculture chimique est pas chère. Mais dites-vous que 70% de vos impôts servent à payer ça. Parce que la PAC, c'est le premier budget de l'Europe. Derrière, il y a des flux dans tous les sens, que ce soit de France Relance, de toutes sortes de flux qui vont directement vers l'agriculture et qui servent à financer cette agriculture chimique, en fait, qui est en train de tous nous empoisonner par ailleurs, puisqu'on a un doublement du taux de cancer sur les 30 dernières années. Et il y a toutes sortes d'autres maladies, que ce soit adénomyose, endométriose, SOPK, effondrement de la fertilité, HA, TDHA, l'EDIS, effondrement du QI. Enfin, je ne vais pas faire liste. Mais ça, est-ce que c'est lié à... C'est totalement lié aux pesticides. Et ce n'est pas une nouveauté, puisque les spécialistes des sujets, ça fait 40 voire 50 ans, et même Rachel Carlson dans son livre Le Printemps silencieux en 1962 l'explique. Sauf que maintenant, c'est arrivé, ça y est. La différence, c'est qu'avant, ils disaient ça va arriver. Maintenant, c'est là, c'est maintenant en fait, c'est pas demain. Là, c'est maintenant que les enfants, ils ont tous d'énormes problèmes cognitifs et de dépression et d'anxiété, etc. Les pesticides, c'est des perturbateurs endocriniens. 90% de l'expo aux perturbateurs endocriniens se fait par les pesticides. C'est un sujet fractal. Et puis, on est un fruit de notre environnement. Donc forcément, si on empoisonne notre environnement, nous aussi, on est empoisonné. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire des démonstrations de dingue non plus, théoriquement. Hein. Alors justement, à travers votre engagement, et j'y reviens, est-ce qu'il y a une initiative ou un projet qui, selon vous, mérite plus de visibilité ? Plus de visibilité. Il y a les régies municipales agricoles. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est super, c'est le modèle de demain. C'est des municipalités qui décident de salarier des maraîchers. Donc il y a plein de municipalités, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris leur budget sur leur budget jardin, comme on l'appelle, celui qui s'occupe des espaces verts de la commune, le cantonnier, pardon. Ouais. Et ils ont redirigé en fait une partie de cet argent sur produire l'alimentation pour la restoco, la restauration collective, donc les cantines, les EHPAD, les hôpitaux, les hôpitaux ça dépend, bon bref, mais en tout cas la partie restauration collective. Et donc ils ont salarié des maraîchers. Et ça, c'est une super idée parce qu'en partenariat avec ils ont salarié le maraîcher et donc le maraîcher produit l'alimentation pour cette restauration collective, c'est-à-dire principalement les écoles. Et donc, les enfants, ils vont régulièrement sur l'exploitation, ils voient les légumes pousser, ils plantent des petites graines, ça a une vertu pédagogique énorme et ils disent que c'est bon. Forcément, c'est bon, ça n'a rien à voir avec la soupe Sodexo, là, hein. C'est l'un des meilleurs moyens pour sensibiliser justement les jeunes à la transition écologique. C'est génial, ça n'a que des vertus et les mairies qui ont fait ça, en plus, ça leur coûte carrément moins cher que de payer une nourriture infecte et pleine de chimie. Voilà. Donc, Sur LinkedIn, Hélène, vous avez écrit il y a 8 mois au président Macron, et je vous cite, vous dites « Si nos enfants voient leur QI s'effondrer, cela est dû à la chimie de synthèse et particulièrement aux pesticides présents dans notre environnement. » On en parlait il y a un instant. Oui. Comment vous jugez justement les actions du gouvernement face à cette urgence sanitaire et est-ce que vous pensez qu'aussi la sortie des pesticides en 5 ans, c'est quelque chose de réaliste ? Je pense que c'est tout. Techniquement, c'est carrément réaliste, bien sûr, sinon je le dirais pas. En fonction des métiers agricoles, en fait, on pourrait le faire. Je sais pas, si je prends l'élevage bovin, qui est pratiquement que extensif en France, donc en prairie, en pâture, 8 mois par an. La marche à franchir, elle est ridiculement petite, en fait, pour faire passer l'élevage bovin en bio en France. Il y a d'autres métiers agricoles, parce que l'agriculture, c'est très complexe, beaucoup de métiers très différents les uns des autres. Je pense que la betterave et la pomme de terre, ça va être beaucoup plus compliqué, par exemple. Voilà. Donc ça dépend des filières agricoles, mais il y a des filières, ça prendrait 6 mois, et d'autres, on peut leur donner 5 ans, mais même en 5 ans. Hein. Vous savez, quand d'un seul coup, leur femme a le cancer ou leurs enfants ont des problèmes, c'est en quelques mois qu'ils passent en bio. Donc il y a ce qui est raconté, et puis dans la réalité, quand il y a un problème, ça se fait très très vite.
Il vous a jamais répondu, président Macron ? Non, il m'a jamais répondu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une forme de croyance, il y a une forme de déni, et il y a une forme de sa part, de la part du gouvernement ? Oui, je pense que la croyance qu'on va mourir de faim s'il n'y a pas les pesticides, elle est extrêmement ancrée aujourd'hui. Ça fait 70 ans que les lobbies y travaillent. C'est difficile, hein, quand on n'a jamais fait d'agriculture soi-même, de se rendre compte que tout ça, c'est des conneries. C'est difficile, quoi. Enfin, faut se transcender, c'est pas simple. Il y a un lobbying extrêmement intense qui est fait. Et il y a un argent phénoménal, hein, qui est mis, et c'est difficile, en fait, de faire contre-pouvoir, en fait, de faire effet masse, comme eux, ils arrivent à massifier, en fait. Nous, on n'arrive pas à massifier en face. Alors justement, pardon, je vous coupe, mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, comme depuis le début, mais là, vous avez jamais pensé vous engager en politique ? Pour justement faire contre-pouvoir, avec tous les combats que vous portez et la manière dont vous le portez. Est-ce que l'une des solutions, ce ne serait pas justement de les porter à un point de vue sans doute national et politique ? Je pense que c'est un peu tôt, que les gens ne sont pas encore prêts à entendre, les problèmes ne sont pas encore assez énormes, il me semble. Pourtant, on en parle de tous ces sujets-là, dans les médias, de plus en plus. On parle du climat assez, et de la décarbonation. Mais est-ce qu'on parle vraiment de l'extinction et d'alimentation ? Je ne sais pas. Un petit peu, c'est vrai. Marine Tourdelier est la seule à avoir parlé d'agriculture. C'est la seule. Attention. Même chez les Insoumis, je n'ai entendu absolument personne parler d'agriculture. Au sein du NFP, c'est la seule. Bon, à droite, que dire, je ne sais pas. Mais bien que Michel Barnier, en fait, ait fait partie de ceux qui ont participé à l'interdiction des OGM. Et d'ailleurs, la FNSEA ne l'aime pas du tout. Et du coup, je suis plutôt contente, moi. Mais... on va voir ce qui va se dérouler là dans les prochains mois, mais c'est difficile. Hein. Ouais, bien sûr. Quelque part, je fais déjà de la politique. Bah, c'est ce que j'ai. Ouais. Bien sûr. Tout est politique. On verra. Pourquoi pas ? Ouais. Moi, en tout cas, je fais de la pub pour Europe Écologie Les Verts. Ils m'ont rien demandé, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des super nanas, que ce parti, il a changé, qu'il se passe quelque chose. Et je suis bien contente qu'on ait enfin vu, en fait. On a enfin vu Marine Tourdelier, on a enfin vu qu'Europe Écologie Les Verts a changé, qu'il y a une dynamique. Voilà. Et même plein de gens de droite m'ont écrit sur les titres, me disant « Mais vous avez raison, Marine Tourdelier, elle est super ». Et en fait, elle arrive à rassembler, mais très loin au-delà de ces lignes. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est un petit peu gênante au sein du NFP. Mais c'est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Son franc-parler, sa vérité, je pense que ça a touché beaucoup de gens. Et je pense qu'il nous faut des nanas comme ça, que c'est une très bonne chose. Et vous en ferez donc peut-être partie dans les prochaines années. Je voudrais qu'on parle aussi d'une grande actualité qui vous concerne. La semaine prochaine sort votre livre, La disparition du vivant et moi. C'est quoi les différents et principaux thèmes que vous abordez dans ce livre et surtout les solutions que vous y apportez ? Oui, alors en fait, mon éditeur m'a contacté à la base pour écrire un livre seulement sur les solutions. Et puis là, j'ai dit, écoutez, je pense qu'il faut qu'on parle des causes aussi parce que finalement, on n'est pas tous d'accord sur les causes. D'accord. On en a déjà parlé ensemble. Ouais. Et ils m'ont dit, OK, donc ça, c'était très chouette. Mais c'est très, très sympa. Donc d'abord le livre, il y a un mini cours de paléo climat et de paléo biologie, une brève histoire de la terre et du vivant. Et puis on embraye, ça embraye sur l'agriculture, d'abord traditionnelle, créatrice de biodiversité, puis intensive, destructrice. Et la racine de l'extinction. Et puis, il y a toute une partie éthique et philosophique, avec à la fois, donc ça c'est la deuxième partie, à la fois les problèmes éthiques et philosophiques et des pistes de solutions. Je n'ai pas réponse à tout, c'est extrêmement compliqué. Voilà, je jette un peu des pistes, des choses qui, moi, m'ont parlé et m'ont inspiré, qui sont aussi liées avec mon histoire, notamment parce que j'ai vécu en Asie et que je parle beaucoup en fait, des philosophies asiatiques dans des pistes de solutions. Et aussi de transdisciplinarité, ce qui est un peu peut-être un marronnier, mais ça me paraît important. Et puis en troisième partie, il y a les solutions, avec d'abord les solutions collectives, et puis de fil en aiguille, on zoome vers des solutions plus individuelles. Les deux se complètent, en fait. On est quand même en démocratie, et donc il y a une symbiose qui doit exister entre le collectif et l'individuel. Voilà... J'espère que... Il s'adresse à qui, ce livre ? À tout le monde. Je voulais surtout pas faire un livre pour l'élite écolo. C'est vrai. Parce que... Et c'était aussi... Et j'ai aussi bien fait de quitter Bruxelles. On peut parler d'élite. Ça, c'est sûr. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le Front National, c'est de notre faute.
à nous, les soi-disant, bac plus 5, Paris, tout ce qu'on veut. C'est aussi de notre faute, en fait. C'est qu'on s'est déconnecté de la réalité de cette France rurale, complètement. Et aujourd'hui, chez les écolos de la ville, il y a plein de choses. À chaque fois, j'ai envie de leur dire, ils nous parlent de ne pas prendre la voiture, mais venez dans les territoires, voir de quoi on parle. Expliquez-moi comment je fais, en fait, concrètement. Et moi, en fait, c'est mon instinct qui m'a guidée de me dire de partir, de me reconnecter au vivant et tout, mais j'ai vraiment bien fait parce que je vois la réalité des territoires, de ce que vivent les gens, des fameux territoires abandonnés de la République. Du fait que vous avez besoin de prendre une voiture pour aller voir la première âme vivante qui a des kilomètres de chez vous. Exactement. Puis en fait, on dit ça à tout le monde parce que c'est très bien, comme ça on va vendre des voitures électriques et puis le secteur de l'automobile s'en portera que mieux. Mais en fait, moi je pense qu'il faut arriver vraiment à se reconnecter à la réalité de la majorité des Français et sortir de ces microcosmes, ça me paraît vraiment, vraiment important. Après, j'ai grandi une partie de ma vie en banlieue et je pense que du coup, j'avais déjà un peu ça dans mon ADN, quoi. Et j'aime bien aller voir par moi-même. Et donc, être dans la diagonale du vide, ça m'a ouvert l'esprit et je me suis rendu compte que ce que je racontais à Paris quand j'étais complètement hors sol, ça c'est très bien pour une élite et c'est pas du tout la réalité de la France, quoi. Édouard Abbé, qui est un écrivain et essayiste américain, très connu aussi, vous le connaissez sans doute pour son militantisme environnemental et auteur du célèbre roman Le gang de la clé à molette, a dit la chose suivante: le meilleur service qu'un politicien puisse rendre à l'environnement, c'est de démissionner. Pensez-vous que l'action politique, elle est devenue aujourd'hui inefficace, voire même on pourrait dire nuisible à justement cette cause écologique que vous portez entre autres? C'est-à-dire que si on pense au capitalisme, forcément, oui, il a raison. D'ailleurs, j'avais écrit un truc en ce sens, dans le sens où on ne peut pas demander aux représentants de la démocratie, qui sont des démocraties capitalistes, de tuer le capitalisme. En fait, lui, son job, c'est l'inverse. Donc forcément, encore une fois, il y a une petite contradiction. Maintenant, si on a identifié que le problème, que le capitalisme est un problème, mais n'est pas la racine de l'extinction, nuance importante. En fait, faire interdire les pesticides de synthèse, c'est complètement politique. Et si on n'a pas d'homme politique pour le faire, ça va quand même être un peu compliqué. Donc, il y a quand même pour moi deux temps. Il y a quand même la survie, la survie du vivant et donc de l'humain à court terme, là. D'accord ? Encore une fois, c'est pas 2050, 2100, je sais pas quoi. Donc, pour ça, arrêter les pesticides de synthèse le plus rapidement possible, c'est une question vraiment de survie à court et moyen terme. Okay. Et étape 2, cette histoire de quitter la ville et sortir du capitalisme pour faire une agriculture à petite échelle et donc durable. Voilà. Alors là, l'étape 1, elle est faisable, comme on a dit, par des politiques publiques facilement en quelques années. Oui. L'étape 2, c'est un changement civilisationnel. C'est autre chose. Oui. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ouais. Bon, comme on a un peu tout cassé quand même et un peu tout empoisonné, on va quand même avoir des problèmes avec nos pathogènes là. Et je pense que les pathogènes vont nous y forcer. Moi qui réclame que les gens quittent la ville, pendant le Covid, j'étais exaucée. Là, j'avais plus à réclamer, c'était formidable. Ça s'est fait très vite, encore une fois. Quand il se passe des trucs, on se rend compte que ce qui paraissait complètement impossible se fait en quelques heures parfois. Alors justement, est-ce qu'il y a des leviers d'action concrets qui permettent de garder un peu espoir, de rester mobilisé et de croire en l'avenir? S'il n'y a pas d'espoir, je vous avoue que je serais déjà partie à Rio boire des caipirinhas. Donc évidemment qu'il y a de l'espoir. Tout n'est pas encore détruit, même si on a quand même pas mal empoisonné la biosphère et ça va rester comme ça pendant un certain temps. C'est pas tous les humains qui sont horribles. Moi je déteste quand oui les humains machin. Non, c'est les humains qui disent ça, ils font un transfert parce que eux-mêmes ils sont destructeurs, mais parce que souvent c'est des hommes d'un certain âge avec un certain nombre de responsabilités, n'est-ce pas? Voilà, désolé, c'est dit, mais c'est ce que je pense. Et donc voilà, tous les humains ne trissent pas. Il y a une poignée de cinglés chez Bayer qui ont décidé d'empoisonner toute la biosphère, mais la plupart des gens n'ont rien à voir avec ça. Voilà, donc y a de l'espoir parce que non, tous les humains ne sont pas des cinglés qui veulent tout détruire. Pas du tout. Et je crois même que la majorité des humains ne sont pas des cinglés qui veulent tout détruire. Donc il y a de l'espoir. Et si on arrête d'empoisonner la biosphère, bien qu'elle va rester atteinte pendant un certain temps, on va quand même réussir à recréer de la biodiversité. Faire une agriculture durable, c'est ça, c'est recréer de la biodiversité. Ouais.
Et ça, c'est faisable, en fait. Et on voit la force de la nature. Moi, je sais la quantité de produits qu'on met, on a mis de quoi tout tuer 10 fois. Et pourtant, tout n'est pas mort. Ça montre aussi la puissance de la vie. Je voyais bien à la Défense, il y a des pissenlits. Si au bout de 2 semaines, ils arrêtent de mettre du glypho, bon, ils mettent plus de glypho, je suis vilaine, depuis 2019. Mais s'ils arrêtent de désherber, ouais, les arbres, ils poussent sur du caillou, sur rien. Le vivant, la vie, c'est une force qui nous dépasse, quoi, qui est là depuis 3,8 milliards d'années, encore une fois. Donc, bien sûr qu'il y a de l'espoir. Par contre, à un moment là, on est vraiment dans le 3 fois rien de 3 fois rien qui reste. Donc là, c'est urgent. En fait, ce qu'il faudrait tous, c'est qu'on se demande tous comment on peut aider à ce que les agriculteurs ne mettent plus de pesticides de synthèse. Peu importe l'échelle, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe ce que vous faites. Mais ça devrait être notre objectif numéro 1, aider les agriculteurs à arrêter de mettre de la chimie de synthèse. On peut tous agir. Pour terminer, j'ai quelques questions plus personnelles, peut-être plus légères aussi, toujours en lien bien sûr avec votre engagement. Et la première sera la suivante. Quel documentaire vous recommanderiez pour mieux comprendre les enjeux écologiques actuels ? Le film de Secret Toxique. Pourquoi ? Parce que ça parle de pesticides. Ouais. Voilà. C'est pas que je suis obsédée par les pesticides, c'est que c'est le problème principal. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Ouais. Donc vous pouvez regarder ça. Prochaine question, si vous deviez à nouveau demain changer de carrière, dans quel domaine est-ce que vous aimeriez vous investir ? Donc si on a résolu, si on arrête de mettre des pesticides de synthèse, tous mes rêves seront exaucés. Déjà, je prendrai des vacances. Qu'est-ce que je ferais ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous, au contraire, tracasse aussi et qui est à l'origine d'un engagement ? Je continuerai à faire de l'agriculture. En fait, c'est passionnant. En fait, la biologie et la botanique, mais vous pouvez pas imaginer comme c'est passionnant. Regarder les petits animaux, les petites plantes, voir, comprendre les choses, expérimenter. Moi, franchement, c'est un bonheur, quoi. C'est ce qui vous plaît. Ouais. Je le savais pas. Hein, moi. Je veux dire, j'étais pas une écolo fan de papillons, hein, loin de là. C'était pas du tout ça la démarche. Et pourtant, je comprends maintenant, en fait. Bah oui, c'est fascinant, ces 3,8 milliards d'années de création, en fait. Et donc, c'est d'une beauté et d'une complexité, c'est mind-blowing, quoi, comme disent les anglo-saxons. Mais vraiment, enfin, ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir et c'est vraiment passionnant, ouais. Si vous pouviez changer un événement historique pour avoir un impact positif sur la planète, lequel serait-il et pourquoi ? Si vous aviez une machine à voyager dans le temps. Je ferais fermer IG Farben, qui était en fait Bayer et BASF pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont changé de nom au moment de la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient IG Farben. Et en fait, il aurait fallu faire fermer ces 2 entreprises à la fin de la Seconde Guerre mondiale et on ne serait pas en extinction, en fait, tout simplement, quoi. Ok. Si vous deviez résumer votre vision du monde de demain en un seul mot ? Résumer ma vie. Mais un monde souhaitable ou le monde qui va arriver, je ne sais pas. Votre vision du monde de demain. Ça peut être les deux. Allez, faisons les deux. D'abord, le monde souhaitable dont vous rêvez. Je dirais quand même extinction, quoi. C'est quand même ça. Et puis le positif, ce serait vivant. Qu'on soit obsédé par le vivant. Obsédé par le vivant. S'il y a une citation ou un mantra qui guide vos actions dans le domaine de l'écologie, de la transition écologique, du climat, de la planète, un truc qui vous inspire, déconstruire. Ça m'a pris du temps de déconstruire tout ce récit décarbonation. Et je pense qu'en fait, dans l'écologie, tout le monde dit qu'il faut déconstruire le capitalisme, mais en fait, il faut aussi déconstruire l'écologie, il me semble. Est-ce que vous avez un rôle modèle ? Des modèles ? Oui, j'en ai. Je peux en donner 3, c'est possible. Allez, 4 peut-être. Non, mais allez, les gens vraiment que j'admire, alors c'est que des vieux hommes. C'est mal. Mais quand même, Edgar Morin. Oh, il y a des gens bien aussi dans les hommes. Non, numéro 1, vraiment, je dirais Edgar Morin, Boris Cyrulnik, Pierre-Henri Gouillon, et puis un plus jeune, Stéphane Foucard. Pourquoi ces 4 hommes-là 4 hommes. Edgar Morin, parce que c'est la puissance de l'esprit, quoi. Ouais. Et puis la transdisciplinarité, il a su se sortir de ses propres racines. Bref, c'est très fort. Boris Cyrulnik est ethnologue et puis qui est devenu spécialiste et qui a créé même l'idée de résilience. Je me retrouve énormément dans son parcours, dans son récit.
C'est quelqu'un vraiment d'extrêmement intéressant. Lisez Boris Cyrulnik, c'est top. Pierre-Henri Gouillon, parce que Pierre-Henri Gouillon, c'est un peu mon mentor, même complètement, je dirais, depuis quelques années. Il est à la base agro, puis il est devenu généticien, évolutionniste, biologiste. Et après, il a travaillé sur les relations entre sciences et société et l'éthique des sciences, qui en fait est aujourd'hui un problème énorme dont on parle très peu. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai compris que le problème de l'extinction, sur lequel j'avais du mal à comprendre d'où venait l'extinction. Je lisais les rapports de l'ONU et je me disais, je comprends pas, il n'y a rien là-dedans qui explique vraiment l'extinction actuelle. Et c'est lui, en fait, qui m'a permis de bien comprendre. Et puis, il explique la biologie mieux que personne, et puis il se pose les bonnes questions. Il y a certaines conférences et vidéos qui sont à voir, qui sont très drôles, où tu as des généticiens qui cherchent le gène de l'homosexualité, puis il conclut en disant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi les généticiens cherchent le gène. Voilà. Et ça, c'est quand on a des scientifiques comme ça qui sont capables de prendre du recul, d'avoir une vision globale et éthique, là, vraiment, on commence à avoir des gens que je trouve vraiment intéressants. Et puis Stéphane Foucart, parce que c'est le meilleur journaliste environnement et journaliste d'investigation en France de très loin. Et que s'il n'était pas là, on dirait pas grand-chose d'intéressant, il me semble, sur l'écologie. Avant de se quitter, un dernier rappel, vous sortez donc votre nouveau livre « La disparition du vivant et moi » le 25 septembre prochain. C'est un ouvrage global qui analyse les causes de la crise écologique, qui propose aussi, et vous nous en avez parlé très justement, des solutions tout en abordant des questions éthiques et politiques, illustré avec soin, conçu par des femmes aussi. C'est un livre qui mêle esthétique et engagement, alors surtout ne ratez pas sa sortie. Merci encore 1000 fois, Hélène, d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite sur LIF. À bientôt. Merci.